c'est parti pour ce 11e numéro de Sans Détour. Un Sans Détour assez spécial puisque nous n'avons pas d'invité escalité. Nous avons un parterre de chroniqueurs avec qui nous allons aborder un problème d'actualité puisque, comme vous le savez, le président de la République vient d'ordonner l'arrêt des travaux sur la corniche, sur le littoral. Et pour en parler, donc, nous avons Mokhtar Ba, président de la Perle. La Perle, c'est la plateforme du littoral, de la réappropriation du littoral. Mokhtar Ba, vous allez tout à l'heure nous décliner complètement la Perle. Et nous avons également M. Abdouba de Agitpart, mais secrétaire général aussi également de la Perle. Nous avons également à côté de nous notre confrère Papa Amadouba, dont l'hebdomadaire a consacré d'ailleurs un numéro spécial sur la Perle appelé Bradage. Mokhtar Ba, est-ce qu'il y a bradage sur la Perle et pourquoi ce bradage? En très peu de mots, vous avez abordé plein de sujets. Le président, l'arrêt des travaux, je crois. D'abord, ma première question, est-ce qu'il y a bradage sur le littoral? Je voudrais qu'on essaie d'instancer. Il y a plus que bradage sur le littoral. De quoi s'agit-il exactement? Mais avant cela, enfin, vous m'avez demandé de décliner la Perle pour qu'on voit à quel titre je suis en train de parler ici. La Perle, c'est la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. C'est ça. Cette perle-là, c'est fondamental, est née de la riposte citoyenne contre la construction de l'ambassade de Turquie sur la corniche ouest de Dakar. C'est la première fois que les citoyens se retrouvent de cette manière-là avec 12 000 signatures pour réclamer leur vision marine, puisqu'on était en train de bloquer leur vue sur mer. Et donc c'est ça qui fonde la légitimité de la Perle. Le mot réappropriation, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce mot-là, nous le tirons de la loi espagnole. C'est également intéressant parce que tous les pays qui sont des villes littorales ou des pays littoraux ont le même problème. L'attractivité du littoral est telle que tout le monde s'est rué là-dessus. Bon, est-ce qu'il y a bradage? On va t'écouter sur des choses plus concrètes. Oui, mais ma réappropriation, parce qu'il y a un lien. Non, mais ma réappropriation, parce qu'il y a un lien. En une dernière phrase, donc l'Espagne a une loi de réappropriation nationale pour faire face à son bradage. Et donc c'est ça qui fait que nous sommes bien dans ce que les uns et les autres font quand même pour rattraper ce qu'ils ont. Bradage. Mais comme en Espagne, comme en France, partout il y a eu bradage. Mais ici, c'est pire que le bradage, il y a eu système de prédation avec des lois organisées en conséquence, au point que si vous vous retrouvez au tribunal, tout le monde a ses papiers. Nous entendons dans les radios souvent dire « oui, mais c'est normal, les gens ils ont leurs papiers, il faut les indemniser, etc. parce que tout a été organisé pour cela. C'est pour ça qu'on parle de prédation. Il y a bradage, le fait d'être dans une malgouvernance, on donne à chacun, on n'a même peut-être pas compris l'intérêt. Il y a système de prédation lorsqu'on a compris et qu'on s'est dit, bah, attends, la richesse, elle est là, on va s'organiser comme ça pour nous l'approprier. Alors nous, on fait de la réappropriation. D'ailleurs, on a des résultats de réappropriation. J'espère qu'on va en arriver à ça. Pape, votre hebdomadaire, la Gazette, a consacré un dossier très fouillé, très intéressant sur le bradage du littoral. Qu'avez-vous voulu démontrer à travers ce dossier? Qu'une catégorie de personnes dans ce pays qui se disent les là-haut d'en haut, permettez-moi l'expression, a pris ce qui appartient à tous les Sénégalais. Quand vous allez sur cette corniche, vous vous rendez compte que la visibilité, l'accès pose problème. Parce que des personnalités huppées, qui ont vraiment les moyens, avec la complicité de l'État de manière générale, ont construit sur le littoral. On a mis des hôtels, mais on a surtout mis de très grandes maisons et de belles maisons. Si vous et moi, demain, nous voulions accéder sur ces plages-là, l'on se retrouvait dans des situations extrêmement graves. Parce que l'on nous dira, non, vous ne pouvez pas passer, monsieur. Et au nom de quoi? Moi, Sénégalais, venant de Ndiaganiao, de
d'un peu partout du Sénégal, je ne peux pas accéder à ma mer. Parce que c'est ma mer. Personne n'a plus de droits que moi. Personne n'a plus de droits que moi pour aller sur cette plage-là, jouir du soleil, comme n'importe qui. Mais on m'oppose quoi? Un droit que je ne peux reconnaître. Parce que l'on me dit tout simplement, c'est la loi du plus fort. Cette loi du plus fort, il faut la combattre. C'est pourquoi nous avons choisi de consacrer beaucoup. Ce n'est pas le premier papier, le premier dossier que nous avons fait sur le littoral sénégalais. Permettez-moi de vous rectifier rapidement, on se connaît très très bien, mais Seyni, depuis 25 ans, ça a été juste un petit lapsus. Vous avez dit Pape Amadou Ba. Le bas, il est à côté de moi. Donc, je suis président du réseau des journalistes du littoral également, plateforme que nous avons mise en place avec l'ONG Green Sénégal depuis 3 ans. Et ce combat, nous le menons. La Gazette est un support qui nous aide également, comme d'autres supports, à vraiment donner la bonne information aux Sénégalais pour leur dire mobilisons-nous parce qu'on ne peut pas laisser une tranche de personnalité dans ce pays capturer ce qui appartient à tout le monde. Abdou, qui a brandi quoi dans ce littoral? Vous me posez une grosse question là. Bon, en tout cas, je sais que ce qui est constant et ce qui est visible, c'est que vous parlez de bradage, moi je dis pillage. Parce que je veux dire que, oui, mais je veux dire que dans le fond, si on regarde bien les personnes qui se sont installées là, en tout cas, elles n'ont pas la culture de la mer. Parce que quand on construit en bord de mer, on ne donne pas d'eau à la mer. Et toutes les constructions qui sont sur le littoral, pour une bonne part, donnent le dos à la mer. Ils ne s'ouvrent pas vers la mer. Donc moi, membre d'un laboratoire qui s'appelle Agitar, qui est un laboratoire d'agitation artistique, donc culturelle, je m'intéresse à ce que nous avons et ce que nous sommes. Si aujourd'hui on interroge l'ébou traditionnel vivant en bord de mer, il s'ouvre vers la mer. Toutes les portes sont ouvertes vers la mer. Alors si on regarde les formes qui sont aujourd'hui sur ce littoral, non seulement ils bouchent la vue, mais ils donnent le dos à la mer. Ce qui prouve à ceux qui sont encore dans le doute que ces personnes-là n'ont même pas besoin d'être là. Parce qu'ils ne voient même pas la mer et ils empêchent les autres de voir la mer. Mais par contre, s'il y a eu pillage, c'est parce qu'il y a une chaîne de responsabilité qu'on peut décliner. On sait exactement qui fait quoi. Et ce qui explique que quand on s'est mis dans le cadre de cette riposte dont parlait Mokhtar tantôt, par rapport au mur de l'ambassade de Turquie, ils nous ont tout de suite, le chef de l'État a demandé l'arrêt des travaux, comme maintenant. Et puis ensuite, il a été monté une commission mixte dans laquelle nous étions partie prenante. Il y a eu tout un travail qui a été fait de recensement de l'ensemble des parcelles qui ont été données depuis le Terroubi jusqu'à la mosquée de la Divinité. Un document exhaustif a été fait. Puis ensuite, les gens ont traîné des pieds, il n'y a plus de réunion, on a envoyé des lettres, il n'y avait pas de réponse. Jusqu'à la dernière lettre ouverte qui a été faite au chef de l'État pour l'informer que depuis 2 ans, nous avons fait le travail qu'il fallait faire, mais les choses continuent, les gens continuent à construire. La DESCOS qu'on saisissait nous disait oui, les gens construisent de nuit, alors qu'ils construisent de jour. Nous, cette corniche, nous la repartons tous les jours. Nous y sommes tous les jours. Moi, j'y suis depuis 1959. Mon jeune frère, il est né sur cette corniche. Donc, je connais très bien tous les endroits. Je peux vous répertorier tous les canaux qui ont été bouchés. Et ces canaux servaient à évacuer les eaux stagnantes qui stagnent maintenant dans les quartiers, qui font que les moustiques, c'est toute l'année. Ce n'est plus simplement pendant la période d'hivernage. Oui, donc, cette chaîne de responsabilité-là, nous pouvons très bien la décliner. Mais le combat de la perle est loin d'être un combat inintelligent, c'est un combat intelligent. Et quand on dit un combat intelligent, ça veut dire qu'on ouvre aussi la possibilité à l'autre qui a fauté de pouvoir s'amender et de venir dans cette voie qu'il n'aurait jamais dû quitter. Oui, tout à l'heure, on va analyser de manière un peu segmentaire les conséquences sanitaires, vous l'avez dit, environnementales et puis des conséquences financières aussi. Mais Mokhtar, c'est cette lettre, fameuse lettre ouverte au président de la République qui a déclenché la décision du président d'arrêter les travaux sur le littoral. Des questions tellement importantes ont été soulevées. Je
j'espère qu'on va revenir sur un Parlons certain nombre de d'abord des questions, mais on va... conséquences. Non, je vais vous répondre sur ça, Oui. sur cette lettre-là. Mais je demande qu'on puisse avoir la possibilité d'un retour sur un certain On nombre va de le points. faire, on va analyser Alors, toutes les conséquences une à une, mais en quoi va se matérialiser la décision la lettre présidentielle ouverte qui a été adressée au président, Qui l'a adressée au président? vous savez, d'abord, justement, parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionne la Perle. La Perle regroupe des associations, des particuliers, des organisations autonomes. Donc n'importe laquelle de ces associations ou groupes d'associations à l'intérieur a fait ce qu'il veut, quoi. Enfin, on ne peut pas les brider. Et donc, certaines de ces associations ont signé cette lettre ouverte au chef de l'État pour lui dire qu'il y a un peu plus de 2 ans, il avait pris un certain nombre de décisions. D'arrêt des travaux le temps de l'état des lieux, de retrait de la place des enfants par le Terroubi, d'un lancement d'un concours d'architecture et d'aménagement du littoral, et que depuis cette époque-là, évidemment, rien n'est fait. D'ailleurs, des choses se sont compliquées davantage, et partout, les bâtiments ont commencé à remonter de nouveau, et on a eu l'impression que l'État n'était plus là, quoi. Le président a parlé comme si de rien n'était, les gens continuent, vraiment, les chiens aboient, la caravane passe, nous on était derrière à crier, et puis tout le monde continue à construire. Aujourd'hui, cette lettre ouverte-là... Comment va se manifester la décision présidentielle? Quels sont les principaux travaux qui seront arrêtés et quelles pourraient éventuellement être les conséquences? On va les analyser tout à l'heure. La lettre s'est déjà manifestée en termes de résultats, puisque le président a décidé d'arrêter un certain nombre de travaux. Quels sont les principaux travaux Alors, en cours sur la corniche? nous n'avons pour le moment aucun acte administratif, type décret, ou en tout cas nous ne faisons pas de ce qu'il faut faire, mais nous avons déjà ceux qu'on suivait, ceux à qui on demandait de s'arrêter, et qui sont venus nous dire... je donne l'exemple, par exemple, du groupe Azalaï qui est en train de construire sur la pointe de Fann un hôtel, et qui nous a révélé on leur avait effectivement demandé de s'arrêter. Et donc nous avons vu également que tout ce qui était en train de bouger était arrêté. Nous avons eu des informations pas officielles au téléphone. Vous avez aussi le complexe de Collé Ardosso qui va être arrêté. Vous avez également la construction d'une clinique qui va être arrêtée. Je pense qu'on a besoin de savoir exactement qui est-ce qui va être arrêté et qu'est-ce qui va être arrêté. Je crois qu'il peut être légitime de voir s'il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Mais je crois que l'état d'esprit est un état d'esprit d'ensemble. Il faut savoir que, la fameuse loi littorale n'a pas encore été promulguée. Qu'entre-temps, nous nous sommes battus pour qu'il y ait au moins un décret qui consacre l'utilité publique sur un certain espace. Sur la table du chef de l'État, il y a aujourd'hui un projet de décret qui part du port autonome de Dakar jusqu'à Yoff et qui déclare d'utilité publique la gestion et l'aménagement de tout ce territoire. Donc, quand on parle d'ensemble, quoi. Je crois qu'on est un peu dans cette dynamique générale. Oui, Pape Amadou Fall, le président de la République a pris cette décision de faire arrêter ses travaux. Il y a 2 ans, il avait lui-même décidé de renoncer à un terrain de 2000 mètres carrés qu'il avait sur les Almadies, et il avait demandé également à ses collaborateurs les plus proches, en tous les cas, d'en faire autant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cette décision présidentielle et qu'est-ce qui en est resté? Que l'on ait relancé la supplique ou le supplique de Perle de manière générale des populations donc de toute cette littorale qui est extrêmement menacée. C'est vrai, c'est important. Malheureusement, on a tardé. Avec des conséquences sociales, parce qu'il y a eu des manifestations que certains ont voulu tenir. Matar, j'espère qu'il reviendra, ou Abdou. Ils ont voulu faire des marches, le préfet a interdit. Les gens ont continué à construire. Aujourd'hui, en termes de dédommagement, ça risque d'être lourd pour le trésor sénégalais. Et tout cela parce qu'il y a eu un certain laxisme. Parce que quand le président de la République prend une décision, elle doit être appliquée immédiatement. L'effet ne doit pas attendre. Mais c'est quasiment aujourd'hui qu'on apprend que l'on a demandé l'arrêt des travaux. Entre-temps, d'aucuns vont vous brandir des papiers pour vous dire j'ai reçu ma parcelle légalement,
je l'ai acheté, j'ai investi. Ce que je demande, c'est, si je dois être déplacé ailleurs, que je sois dédommagé en conséquence. Et la question, elle est brandie de plus en plus, parce que certains vous disent, moi je suis prêt à partir. Je suis prêt à partir, je suis prêt même à partir à Diamniadio ou ailleurs, mais que l'on me dédommage en conséquence. Et tout cela, depuis près de 10 ans, Momar Seyni, on parle de cette question du littoral. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez posé la question à Mokhtar concernant la loi littorale. La loi littorale qui va à l'Assemblée, qui revient au palais, qui va à l'Assemblée, qui revient au palais. Alors que les urgences sont là. On connaît tous, je pense que nous aurons une petite opportunité pour développer toutes les conséquences qu'il y a aujourd'hui par rapport à l'élévation de la mer et à l'envahissement de nos plages de manière générale. Et c'est cela qui fait mal de manière générale. Parce qu'on a l'impression que le Sénégal ne tient pas compte véritablement des enjeux aujourd'hui qu'il y a sur la question climatique, qui est énorme. Oui, Abdou, on a l'impression que la décision présidentielle est une sorte de coup d'épée à l'eau, puisque de toute façon, même si des travaux importants ont été arrêtés, comme l'a souligné tout à l'heure Mokhtar, il n'en demeure pas moins vrai que le mal est déjà fait. Il y a de gros hôtels qui sont construits, des centres culturels, vous avez l'hôtel du Virage, je vais quand même prendre le risque de les citer, qui sont de gros bâtiments investis à coups de milliards, qui sont là, qui effectivement participent à la couloirdisation du littoral. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas médecin après la mort, ce n'est pas ingénieur après les travaux? Mais non, je ne crois pas, parce que les Américains disent que qui paye mal paye 2 fois. Qui paye mal paye 2 fois. Je veux dire, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Je veux dire, nous, ce que nous faisons au niveau de la perle, c'est peut-être la réappropriation. Parce qu'avant, on parlait pas de réappropriation, n'est-ce pas? Mais si on a sorti le concept réappropriation, si on l'a emprunté pour le mettre dans notre jargon, c'est que nous savions, entre autres, que les gens avaient déjà occupé. Mais on part d'un simple constat. Le mètre carré littoral, il vaut combien? Il vaut 2 millions de francs CFA, 1 mètre carré sur le littoral. Donc, je veux dire que les maisons, si je parle uniquement des maisons, des pavillons, dans le pavillonnaire, les maisons qui sont construites sur le littoral, pour une bonne part, valent moins cher que le terrain sur lequel ils sont édifiés. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On peut casser, indemniser et reconstruire. Maintenant, si on parle des édifices du genre le Virage et autres, c'est des gens qui ont des documents légaux sur des bases fausses. Je veux dire, c'est assez compliqué. Ils ont des autorisations en bonne et due forme, mais si on interroge le processus de délivrance de l'autorisation, c'est sur la base du faux. C'est pourquoi je dis qui paye mal paye 2 fois. Ces gens, on doit casser. Parce qu'il est pas normal que dans un pays comme le Sénégal, Dakar, qui est une presqu'île, qui est une belle ville d'un printemps continu, qu'on arrive là à sortir de l'aéroport jusqu'au centre-ville sans voir la mer. Ce n'est pas normal. S'il y a des gens qui l'occupent et qui l'occupent illégalement ou légalement, on doit interroger le processus et dédommager aux besoins si jamais il y a lieu de dédommager. Sinon, qui paye mal, paye 2 fois. Mokhtar, on sait que le président de la République, que la Perle a déjà saisi l'OFNAC, l'Office de lutte contre la corruption, pour effectivement sanctionner, en tout cas engager une procédure de judiciarisation des malversations ou des bradages qui ont été faits. Mais ma question est la suivante. Aujourd'hui, le littoral, nous dit-on, est une richesse. Mais cette richesse, elle est apparente. En réalité, quel est le potentiel de richesse qu'il y a dans le littoral et qui pourrait en faire une véritable économie du littoral? Il y a le droit, il y a l'économie. Vous avez parlé de l'OFNAC. Absolument. Qui fait suite à une série d'actions judiciaires. Abdou a parlé tout à l'heure dans le cadre de la judiciarisation, et même Amadou aussi, lorsque vous allez au tribunal, vous avez tout. Vous avez votre bail, sa transformation normale en titre foncier, vous avez les autorisations de construire, et donc vous allez vous retrouver dans un cycle, un temps judiciaire comme on dit, de 4 années entre la première instance, l'appel, la cassation, et puis entre-temps, le bâtiment aura été bouclé et vous avez à courir après le serpent là qui vient de passer.
C'est la raison pour laquelle, dans le dispositif institutionnel du pays aujourd'hui, parce que nous, on est une force de proposition, nous analysons, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a des juristes, il y a des financiers, il y a des économistes, il y a des experts comptables, il y a des architectes, enfin, il y a tout. Il y a aussi des consultants de toutes sortes quand on s'occupe, quand on veut élaborer même une pensée là-dedans, on va voir ceux qui savent. Et au niveau de notre architecture aujourd'hui institutionnelle, politique et judiciaire, c'est l'OFNAC, bien entendu, qui peut régler ce type de problème. Comment cela se passe? L'exposé des motifs au niveau de l'OFNAC repose sur les points suivants. 1. Le DPM n'est pas constructible. Domaine public maritime. Le domaine public maritime est non efficandi, il n'est pas constructible. Très bien. Donc, pour le construire, l'État peut avoir un problème de sécurité militaire. Il décide, par exemple, d'ériger un bâtiment de surveillance de la côte et doit le mettre là. On va dire, ah non, on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas constructible. L'État a recours à ce moment-là à un article, l'article 19 du Code du domaine de l'État, pour dire nous allons déclasser cet espace pour le rendre constructible. Et maintenant, c'est la suite qui a été le problème. En principe, quand on déclasse, la destination, c'est l'utilité publique. Au lieu d'être l'utilité publique, c'est l'utilité privée. C'est les pavillons, comme disait Abdou. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a parlé de système de prédation. Qui, à la place de l'OFNAC, peut faire ça? C'est le job de l'OFNAC. Oui, attends, pardon. C'est lorsque vous parlez de corruption. Au potentiel économique que recèle le littoral, c'est ça qui va nous intéresser. 30 secondes sur quand même ce droit-là. Parce que l'OFNAC sorti comme ça ne sert à rien. Par contre, il faut bien comprendre l'OFNAC jusqu'où ça peut aller. Parce que l'OFNAC, quand on y va, c'est la corruption. Mais qui a vu, qui a donné à qui? La concussion, ça commence à être un peu plus fin. Alors, si aujourd'hui, vous avez donné un terrain ou vous avez donné un papier à quelqu'un, en sachant parfaitement que c'est non édificandi et qu'il y a un système qui est là pour contourner tout et faire signer n'importe qui, vous rentrez dans le domaine de la concussion. Ça, c'est le job de l'OFNAC. C'est pourquoi, lorsque nous avons porté plainte, l'OFNAC, qui prend un temps d'analyse, est revenu vers nous pour nous signifier, premier résultat, messieurs de la Perle, votre plainte est recevable. Effectivement, la manière dont on a donné ces terrains-là est pour le moins bizarre, etc. Quel est le potentiel économique de la Perle? Maintenant, comme vous le savez, nous avons élaboré une pensée très claire sur tous les plans, que ce soit le droit littoral, que ce soit l'économie littorale. On va jusqu'à puiser ce que nous faisons dans la connaissance, dans l'intelligence. Quelqu'un qui nous inspire un peu, c'est un des économistes du 1800 et quelques, là, qui s'appelle Joseph Schumpeter, qui est autrichien-suisse, et qui parle de destruction créatrice. Abdou a commencé à parler d'un concept intéressant. Il a dit que quand vous avez un terrain d'1 milliard de francs CFA, vous avez construit dessus une maison de 100 millions de francs CFA. Mais bien sûr que le milliard peut rembourser le 100 millions. Ça, c'est la démolition. On a mis 100 millions, on a construit quelque chose et on a démoli cette maison-là qui valait 100 millions. Donc, on a démoli. La personne parle d'indemnisation. Oui, j'ai mis 100 millions, si je les avais mis ailleurs, etc. Dommages et intérêts. 50 millions. Le milliard peut mettre les 50 millions. Alors maintenant, il reste 850 millions. Ces 850 millions, c'est ça qui va construire le projet. Mais quel projet? Alors donc là, on rentre dans l'économie. On casse pour rebâtir. C'est un élément de croissance économique. Parce qu'ici, on parle de PSE. Mais bon, on a des projets qui sont là, spectaculaires. On voit le président faisant un effort de démêler tout ça. Nous disons, la première des choses, c'est de regarder autour de vous vos opportunités. Pourquoi aller chercher à gauche là-bas ce que vous avez là, à vos pieds? Quand on voit tous les pays... Ça veut dire quoi? Ça veut dire cela veut dire que... On peut financer déjà une bonne partie de l'économie. De l'économie. C'est des milliers... c'est des milliers d'emplois, etc. En quoi faisant exactement? Comment on peut valoriser et optimiser les gains qu'on peut tirer du littoral? Je vais vous donner un exemple, s'il vous plaît, qui est un exemple comparatif. Oui. D'abord, c'est un moment de Ramadan. Pour les musulmans, on leur dit dans leur religion, allez jusqu'en Chine, chercher le savoir. C'est ça le benchmarking. Allez regarder l'œuvre des autres là. Et puis là, vous allez voir si ça peut vous servir ou pas. Nous, on n'a pas été très loin. On s'est transporté au Maroc. On s'est transporté à Rabat. On s'est transporté
sur sa corniche, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve une corniche de 11 km. Pour que les Sénégalais voient bien quand on parle, on voit bien vraiment l'interfaçage de la relation. L'aéroport de Dakar jusqu'à Radisson environ, ça fait à peu près 11 km. Radisson, Palais de la République, ça fait à peu près 11 km. Alors imaginez que la corniche de Rabat fait 11 km. Ces 11 km-là, c'est-à-dire l'aéroport de Dakar, Radisson, ils sont en train de faire un financement qui coûte 3 milliards de dollars. Enfin, 3 milliards de dollars, c'est la moitié du budget national sénégalais. Regardez un tout petit peu, on l'a dit au ministre de l'économie d'ailleurs, hein, parce qu'on parle d'économie. Hein. Imaginez que les Sénégalais apprennent à la radio, RFM, TFM, Walfadjri, la décision du Sénégal, c'est de prendre la moitié du budget du Sénégal et on va refaire le littoral là entre l'aéroport et Radisson. C'est la révolution. On va prendre la moitié de notre argent là, on met ça sur le littoral. Mais ceux qui le font au Maroc, c'est des gens intelligents ce sont des gens qui cherchent la rentabilité ou bien ils jettent l'argent par la fenêtre. On les connaît, ils sont dans nos banques. On les connaît, ils sont dans nos assurances. On les connaît, ils sont dans notre immobilier. Ce sont ces gens-là. Donc, allez jusqu'en Chine chercher de savoir. Et là, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que ces 3 milliards de dollars-là doivent générer des ressources, doivent développer l'attractivité de la ville. Tout ce qui est sur ce littoral-là, sur cette corniche-là, pour montrer que nous ne sommes pas au même niveau, on ne boxe pas dans la même catégorie. Le roi du Maroc, me dit-on, en tout cas Hassan II, on le savait, celui-là, on me dit qu'il est pareil, mais tout ce qui est sur le littoral, sur la corniche, doit être de niveau mondial. Tu ne peux pas passer là, voyager, aller à gauche, à droite et voir un gars qui met ses briques quand il veut, quand il peut, des chantiers qui datent 20 ans, qui durent 20 ans. On impose aux gens l'inesthéticité de ça, la beauté, quoi. C'est même dans notre religion. Vous imaginez que c'est comme un pays qui sort de guerre, là, il y a des chantiers qui sont comme ça, qui ne bougent pas, les fers qui sont à gauche, qui sont là en train de rouiller. On le voit et nous, ça ne nous choque pas. Au Maroc, ça les choque. Donc, quand on parle d'économie, il faut aller très très loin dans cette affaire-là. C'est des milliers d'emplois. Donc, si on prend 750 km entre Saint-Louis et Cabrousse, que constitue notre littoral, c'est terminé. Tu ne peux pas être au Sénégal et être pauvre, il faut le savoir. Il y aura des milliers d'emplois pour vos enfants, pour nous tous, en dehors des problèmes de santé publique. J'espère qu'on viendra sur ces genres de questions, etc. Je vais l'aborder avec Abdou. Et effectivement, on a 700 km de côte entre Saint-Louis et Dakar, ou à peu près. Aujourd'hui, mais il y a quand même des conséquences sociales, des conséquences sanitaires de la situation actuelle. Est-ce que vous voulez nous en parler un tout petit peu? Oui, les conséquences sont visibles. Mais je veux dire, pour un peu aborder dans le sens de Mokhtar, on avait dit d'abord, pour ceux qui ont des pavillons, on peut casser et reconstruire. Mais ceux qui ont déjà des hôtels ou ceux qui ont des édifices, ce qu'on a proposé à l'État depuis nos réunions en comité mixte, on leur a dit, mais nous, on vous propose de mettre en place un impôt qu'on appelle un impôt de privilège littoral. Tu empêches les autres de profiter de la bise marine, tu payes. C'est le principe pollueur-payeur. Pollueur-payeur. Donc, on ne peut pas te déloger, on ne peut pas enlever. Tu payes autant. Et le ministre du Budget a dit qu'il était intéressé. Oui, mais je veux dire, l'argent qui est payé ne remplace pas les conséquences sociales. Même s'il ne remplace pas les conséquences sociales, il peut venir en appoint à ce que l'État aura à supporter. Parce que si les gens, dans 10 ans, ont des problèmes pulmonaires, machin, qui est-ce qui va payer? Mais c'est comme le crédit carbone, ça ne remplace pas, ça ne remplace pas le mal. Ça ne change pas le mal. Ça ne changera jamais. Mais c'est aussi, il faut que les gens, par rapport à le tort qu'ils créent, au moins, je pense qu'ils payent pour ce tort. Parce que si on ne peut pas casser, vous voulez qu'on les laisse comme ça? On ne peut pas laisser ça comme ça. Il est indispensable. Repositionnement politique de cette question-là, justement. Oui. Juste une seconde. Lorsque notre gouvernement allait à COP21, le président, je ne sais pas si vous avez suivi, dans son interview, il a parlé de le pollueur-payeur et que c'est ça qui était normal. C'est ça qu'on applique. Ce sont ces idées-là qu'on prend en disant « Ah tiens, on va nous entendre, le président parle comme nous et nous parlons de ça ». Et effectivement, cette histoire de pollueur-payeur, c'est dynamique, hein, ce n'est pas quelque chose qui est statique.
La monnaie, ça évolue. L'économie, ça évolue. Le terrain, aujourd'hui, il vaut 100 francs. Demain, il vaut 1 milliard. Après-demain, il va valoir 4 milliards. Celui qui a fait son milliard-là, à quel moment il rentre dans ses fonds, le retour du capital, et à quel moment... Le problème du littoral, attention, c'est de ne pas rendre irréversible la situation. Le mot réappropriation, le mot irréversible, tout ça, on le retrouve dans la loi espagnole, dans la loi tunisienne, où on n'a même pas le droit d'hypothéquer le terrain qu'on vous donne sur le littoral. Oui, donc, en parlant d'économie et tout ça, vous voyez un peu, c'est assez complexe. Amadou, vous dirigez le réseau des journalistes spécialisés un peu sur les questions du littoral. On sent quand même que la mobilisation sociale est très difficile, Abdou nous en parlera tout à l'heure, et qu'on a du mal quand même à mobiliser les énergies pour arrêter cette spirale quand même. Comment ça se fait? On ne sent pas beaucoup véritablement l'engagement de la presse dans ce combat. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors que 70% des Sénégalais vivent sur le littoral. C'est ça. Sur la façade du littoral. Sur la façade. Sur la façade. C'est un peu le drame que nous vivons. Quand vous allez au ministère de l'Aménagement, du Territoire et de la Bonne Gouvernance aujourd'hui, une question est agitée. Comment faire en sorte que les villes littorales se prennent davantage en charge? La question, elle est posée et nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour ce qui concerne l'engagement de la presse, cela fait 3 ans que nous essayons, ne serait-ce que de mettre en place notre plan d'action. La difficulté, c'est l'engagement des uns et des autres. Vous êtes un homme de presse, vous savez de quoi je parle. Mobiliser sur cette question, cela signifie avoir assez souvent de l'événementiel. Et l'événementiel sur le littoral pose problème parce que c'est un vécu qui n'est pas souvent assez tranché pour permettre de dire on va se lever. Quand, en entrant tout à l'heure en studio, Mokhtar Ba disait, c'était même sur le plateau avant qu'on démarre l'émission, nous allons observer une grève de la faim. C'est un acte qui, posé, peut permettre aux Sénégalais de dire mais qu'est-ce qui se passe? Les journalistes, ils ont fait quoi? Oui, en attendant. Moi, si je reviens sur ça. Ce que nous avons pu faire, c'est avec l'accompagnement, je dis bien de la plateforme, parce qu'il y a la plateforme du littoral dans laquelle nous sommes intégrés, qui a été lancée dans le cadre du fonds vert mis en place pour le Sénégal, qui a permis un peu de faire les travaux de Joal, de Rufisque, mais également de Saly. Et c'était dans cette démarche qu'il fallait accompagner. Tout à l'heure, vous avez dit 700 km de littoral. 700 km de littoral dont la plupart aujourd'hui est en danger. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le regard sur la corniche de Dakar. Ce n'est pas celle-là qui suffit. Il faut avoir un regard plus englobant. Et nous avons fait des tournées à travers le pays. Et en consultant un peu la presse de manière générale, vous vous rendez compte que particulièrement en 2013-2014, beaucoup d'articles ont été publiés sur la question du littoral et que nous menons le combat auprès des députés pour que la loi littorale, avec Perle, avec d'autres, la plateforme de manière générale, pour que cette loi, Macky Sall, le président de la République, s'en saisisse et dise définitivement, plus personne n'envahira le littoral. Parce que les questions qui sont posées aujourd'hui, 30 secondes seulement, les questions qui sont posées aujourd'hui en disant au plan économique quel va être le coût, mais la rentabilité également. Je pense que la lecture que donnent de manière générale Matar et Abdoul nous permet de dire que oui, si nous gérons notre littoral, les retombées économiques peuvent être extrêmement importantes, mais surtout qu'au plan sanitaire, ça va être extrêmement important pour les Sénégalais. Humer l'air de la mer le matin, il n'y a rien de plus intéressant. Mais Abdou, on a l'impression qu'on assiste depuis quelque temps à une sorte d'essoufflement de la mobilisation sociale. Il y a des signatures qui sont collectées, il y a eu quelques mouvements d'humeur qui ont été organisés, notamment la journée de la Perle, qui a permis de faire tout le littoral. Mais la mobilisation qu'on a eue pour arrêter la spirale du mur de la Turquie, on ne l'a plus. On a l'impression que les choses s'essoufflent un tout petit peu et qu'au fond, la légitimité de votre revendication est plus médiatique que sur le terrain. Tout à fait. Vous savez, le problème, ce n'est pas lié au littoral ou autre chose. Je veux dire qu'en l'an 2000, en 1999,
quand les Sénégalais se sont levés pour dire non à Abdou Diouf, en installant Abdoulaye Wade. En 2000, En 2000, En 2000. 99, c'était la dernière année d'Abdou Mars Diouf. 2000. Donc en 2000, Abdou Diouf était parti. Abdoulaye Wade est venu. Il s'est passé ce qu'on appelle une révolution Social. sociale. Hein, n'est-ce pas? Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que les citoyens, nous autres, on a tardé à occuper l'espace qui était laissé libre, l'espace du citoyen. Seuls les hommes politiques ont occupé les espaces. Et jusqu'à présent, c'est eux qui occupent les espaces. Si bien que, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où il est indispensable que le citoyen occupe la place qui est la sienne. Oui, mais ça, Moi, je ne peux pas. Ce qu'on a fait, pour l'instant, on voit le que la 14 mobilisation juin. s'essouffle. Oui, je on dis est dans pourquoi. l'émotion, mais on n'est pas encore dans l'action. Ils ne sont pas encore dans l'action, mais nous y sommes déjà. Et vous savez, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les partis politiques, tels qu'ils fonctionnent, tels qu'ils fonctionnaient et tels qu'ils fonctionnent actuellement, sont périmés. Ils sont arrivés au stade final. Maintenant, on ne parle plus de partis politiques, on parle des hommes politiques. D'où l'importance du travail que nous faisons, nous, au niveau de la Perle. Parce que nous sommes société civile, mais ce que nous faisons interroge la politique. Parce que ce n'est rien d'autre que de la politique, que de l'organiser la vie dans la cité. Maintenant, il va falloir que nous puissions trouver les ressources en notre sein pour faire en sorte que ceux pour lesquels nous nous battons, nous, quotidiennement sur la corniche, où nous mettons nos ressources, où Makhtar Ba laisse son travail et son métier qui est très délicat pour ce qu'il est en train de faire, se mettre au devant, et que moi je le fasse et qu'un autre le fasse, que les jeunes pour lesquels nous nous battons viennent nous rejoindre. Et pour ça, on avait pensé la journée du 14 juin dont vous avez parlé. On avait invité les écoles de formation et tout ça pour qu'ils viennent s'intéresser à ce que nous faisons. Mais hélas, ils ne sont pas venus. Malgré tout, on l'a fait. Mais est-ce que le sujet est porteur? Mais le sujet est tout à fait porteur. Il faut que les journalistes maintenant, parce que d'où la question que vous venez de poser, moi elle m'intéresse beaucoup, parce qu'il faut que les journalistes arrêtent de ne mettre sur le net ou sur les papiers que des choses qui intéressent les hommes politiques. Je suis désolé, il faut qu'ils regardent ailleurs aussi. Mokhtar, je sais que tu as d'impatience. J'aimerais bien faire un lien avec ça, mais vas-y. De parler de la mobilisation sociale, je pense que ce qu'Abdou en a dit, compte tenu du temps qui nous reste, me paraît assez suffisant. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est mais quelle est la place de la décentralisation? Quelle est la responsabilité des municipalités dans l'octroi de ces terrains? Ça nous permet de revenir un peu au bradage pour lequel la Gazette a consacré le dossier, mais je pense que vous ne pointez pas assez la responsabilité des mairies qui délivrent comme ça à tour de main ces terrains. Ça, c'est un énorme problème. L'Assemblée nationale aussi, on ne la sent pas engagée dans ce combat. Il faut me guider un peu parce que tu me donnes sur 20 la questions. Décentralisation d'abord. Ok, 20 questions et puis, ok. Mais là, c'est très important parce que quand ils font l'acte 3 de la décentralisation, je ne sais pas si les considérations sont économiques, sociologiques, politiques, d'avancement, de développement. C'est ça les débats. Au Sénégal, on va dire, oui, on a fait ça parce qu'on veut, il y a un objectif électoraliste, etc. Mais, en tout cas, en termes d'effet, prenons là aussi, parce que nous, le littoral pour nous est comme un stéthoscope. On ausculte la société, l'économie, la politique, tout avec. Si on prend ça et on regarde l'acte 3 de la décentralisation, application, vous prenez un maire. Je n'ai rien contre les maires, hein. Je ne veux pas dire petit maire aussi, parce qu'on va dire, mais oui, pour qui se prend-il? Mais un maire petit par rapport à l'État, par rapport à tout ça, par rapport à l'enjeu dont parlait Abdoul tout à l'heure. Mais c'est le maire X, par exemple, on va parler clairement, hein, le maire qui a un territoire littoral, on prend qui? On prend le point E. Le maire de point E, Fann. En fait, vous avez 3 mairies, vous avez Oui. Point E, vous avez Ouakam, vous avez Yoff. Non, la plupart des maires, ils ont des territoires littoraux. Hein. Absolument. Oui, jusqu'à Yoff, jusqu'à Mais celui Saint-Louis, du Point etc. E est quand même Mais celui du spécial. Point E, c'est bien parce que c'est un est territoire spécial. extrêmement riche. Le maire de Point E, Fann, Oc et Fann Résidence, a le quai de pêche qui est en train de se faire, Oui, a Azalaï. le Terroubi, a Azalaï, a Radisson, a tout le bloc là qui est en face de
du Et à rond-point. donner une autorisation de construire, Voilà. s'il vous plaît, sur un rond-point. Oui. À la fin. Le rond-point La où on sœur doit de financer, Youssou Ndour. voilà, on doit faire ce restaurant-là et qui est l'entrée de Fan Résidence, mythique d'ailleurs, qu'on va fermer avec un restaurant. Mais les Sénégalais verront ça sous peu, comment nous, on va réagir par rapport à ça. Vous prenez un maire qui doit donner cette autorisation de construire. Vous avez vu le pouvoir qu'on lui a donné? Pour moi, ce pouvoir-là, il est trop important. Il devrait être au niveau du maire de Dakar ou du ministre de l'urbanisme. Ça dépasse, à mon avis, le maire tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est trop gros. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ça va au volo. Au début, on a essayé, nous, de soutenir ces maires. Après, on s'est rendu compte que ça nous dépasse complètement. Pour nous, en termes d'application, on y verra ce qu'on voudra y voir, mais voilà la situation que nous avons trouvée. Donc, le maire, lui, vous retrouvez un maire qui vient donner un... Et puis, les procédures ne sont même pas respectées. Comme vous savez, aujourd'hui, le point le plus important de ces constructions-là, c'est l'impact environnemental sur lequel le maire, qui a pourtant un transfert en termes de compétences environnementales, donc qui est fondé, lorsqu'il a un problème en face de lui, qui est un problème d'environnement, de pollution visuelle, ou n'importe lequel de problème environnemental, il est fondé quand même à prendre des mesures, à aller au tribunal, à demander l'arrêté des travaux, etc. On n'a jamais vu un maire faire ça, alors que quand on dit barrage du littoral, le premier effet, c'est la pollution visuelle. Ensuite, on part dans les problèmes de santé publique avec l'érosion aussi et tout cela, de santé durable. Mais d'ores et déjà, le gars qui passe, qu'est-ce qu'il vous dit? Mais on ne voit plus la mer chez nous. Donc ça, c'est le job du maire et on a vu que le maire, on n'a jamais vu un maire amener un dossier au tribunal pour bloquer quoi que ce soit. Amadou, le président Goudiaby, qui est président d'honneur de la Perle, a brandi une menace éventuellement d'observer une grève de la faim. En termes de communication, qu'est-ce que cela peut donner? Nous l'avons dit tout à l'heure. Je pense que oui, c'est un tremplin. C'est un tremplin. Et déjà, que d'avoir saisi l'OFNAC, c'était déjà une démarche extrêmement importante. Il y a eu plein de manifestations qui ont été interdites par l'autorité parce qu'on se dit que ça peut représenter trouble à l'ordre public. Aujourd'hui, on prend une autre dimension en disant la grève de la faim. Je disais tout à l'heure à Abdul, parce que nous sommes tous musulmans, surtout à Matar également, qu'il ne faut pas aller vers la grève de la faim. Mais je pense que quelquefois, des coups d'éclat qui permettent de mieux sensibiliser l'opinion publique, c'est extrêmement important. Abdul, qu'est-ce qu'on peut attendre justement de la décision du président? Quelle sera la suite? Rapidement, en quelques secondes. Mais moi, je pense que la suite dépendra de ce que nous ferons de cette décision-là au niveau de la Perle. Parce qu'il faut quand même, quand le président... Parce qu'il est arrivé que le président, le préfet, ordonne des décisions qui ne sont pas respectées. On l'a vu avec le cas du Terroubi, mais par exemple. nous, on va jouer notre rôle de veille parce que nous restons vigilants par rapport à ça. Aujourd'hui, il a pris la décision d'arrêter les travaux. Ce matin, nous avons fait le tour de la corniche pour vérifier si effectivement les gens avaient reçu. Maintenant, le reste, on laissera le temps au temps. Et puis ensuite, on va l'accompagner dans ce qu'il fait, parce que notre rôle, c'est d'accompagner, entre autres, les décideurs quand ils sont sur la bonne voie. Mokhtar, vigilance, vigilance, vigilance. Oui, vigilance, mais vigilance, c'est tellement chargé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a du tout. Il y a la jurisprudence de la parole donnée, il y a tout ça, il y a les engagements, il y a ce que réclament les populations, les citoyens. C'est le temps du citoyen qui est là, qui observe et qui veut vivre autrement, qui veut un cadre de vie totalement différent de ce qu'il lui a fait. Voilà, merci. Donc, ça est fini pour Sans détour. Je remercie évidemment Mokhtar Ba, président de la Perle, chroniqueur également dans cette émission que vous connaissez très bien. Monsieur Pape Amadou Fall, mon ami Pape Amadou Fall depuis de 25 ans. Merci, et monsieur Abdou Ba, secrétaire général de la Perle et de Agit-Art, évidemment. Et je remercie évidemment tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, notamment sur IMAX. Merci et à la prochaine fois. Merci.